Lorsque ma fille m'a dit de trouver un autre endroit où mourir, que je ne servais plus à rien, j'ai fait mes valises comme la mère obéissante que j'avais toujours été. 3 jours plus tard, j'étais assise dans le bureau d'un avocat, découvrant que mon mari soi-disant aimant avait joué la plus longue partie d'échecs de l'histoire. Victoria était sur le point d'apprendre que parfois, le pion devient la reine. Si vous regardez cette vidéo, abonnez-vous et dites-moi d'où vous la regardez. Laissez-moi vous raconter comment je suis passée du statut de veuve sans domicile fixe à celui de femme qui détient toutes les cartes. Parce que, ma chérie, cette histoire comporte plus de rebondissements qu'une route de montagne dans les Alpes. Il y a 2 mois, j'étais Margaret Sullivan, épouse dévouée depuis 43 ans et mère d'une fille spectaculairement ingrate. Lorsque Robert est décédé d'une crise cardiaque à 71 ans, j'ai cru que mon monde s'écroulait. Victoria s'est précipitée pendant mon deuil comme un vautour en vêtements de marque, me disant à quel point cela devait être difficile pour moi. Maman, tu ne peux pas gérer cette grande maison toute seule, m'a-t-elle dit, la voix dégoulinante de fausse inquiétude. Les escaliers, l'entretien, tous ces souvenirs. Ce n'est pas sain. J'aurais dû voir le calcul derrière son inquiétude. Victoria avait toujours été la préférée de Robert, sa petite princesse qui ne pouvait rien faire de mal. Quand elle a épousé Kevin, ce banquier d'affaires, et qu'elle a commencé à lui donner des petits-enfants, Robert les adorait tous. Pendant ce temps, je n'étais que la femme qui cuisinait, nettoyait et veillait à ce que tout se passe bien. Après les funérailles, Victoria est devenue de plus en plus insistante au sujet de ma situation. Elle amenait Kevin au dîner de famille, où il me coinçait avec des brochures immobilières et des dépliants sur les communautés de retraités. Maman, ces endroits sont merveilleux. Tu serais avec des gens de ton âge, tu aurais des activités, aucune responsabilité. Ce qu'il voulait Anne dire, c'était qu'il n'y aurait pas d'héritage à partager, pas de mère gênante à gérer. Le coup de grâce est arrivé mardi dernier. Je vivais dans ce que Victoria appelait désormais notre maison, depuis 6 semaines, depuis la mort de Robert, dormant toujours dans la chambre d'amis, parce que je ne supportais pas de vider notre chambre. Victoria est arrivée à l'improviste avec Kevin et 2 grandes valises. Maman, nous avons pris une décision. Kevin a obtenu une promotion et nous devons déménager en ville immédiatement. Cette maison est parfaite pour nous. Je l'ai regardée sans vraiment comprendre. Emménager? Mais c'est ma maison. Le masque de Victoria a glissé un instant, révélant le calcul froid qui se cachait derrière. En fait, maman, selon le testament de papa, j'ai tout hérité. La maison, les investissements, tout. Je t'ai laissé rester ici par gentillesse, mais il est temps que tu trouves ton propre logement. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Victoria, il y a sûrement une erreur. Aucune erreur. Papa savait que je prendrais mieux soin de son héritage que tu ne pourrais jamais le faire. Tu n'as jamais rien compris à l'argent ou aux investissements. Tu n'étais qu'une épouse. Juste une épouse. 43 ans réduit à ces 3 mots. C'est alors qu'elle m'a asséné le coup de grâce. Trouve un autre endroit où mourir. Tu es inutile maintenant. J'ai fait mes valises, hébétée. 43 ans de mariage tenaient dans 2 valises et une petite boîte de photos. Victoria m'observait depuis le seuil de la porte, regardant sa montre, comme si je la mettais en retard pour quelque chose d'important. Il y a une belle résidence pour personnes âgées sur Maple Street, m'a-t-elle proposé, avec l'enthousiasme de quelqu'un qui recommande un bon restaurant. Très abordable. Je suis sûre qu'ils ont des places disponibles. Abordable. Ma fille héritait de 25 millions de livres sterling et elle me suggérait de m'installer dans ce qui était essentiellement un établissement social pour personnes âgées. Kevin a chargé mes valises dans leur BMW avec l'efficacité de quelqu'un qui se débarrasse de déchets. Margaret, tu vas adorer retrouver ton indépendance, m'a-t-il dit, sans vraiment me regarder dans les yeux. Tu n'auras plus à te soucier de l'entretien de la maison ou des taxes locales. Il voulait dire plus de maisons. Alors que nous nous éloignions, j'ai regardé ma maison, la maison de Robert, désormais celle de Victoria, disparaître dans le rétroviseur. Je n'ai pas manqué d'apprécier l'ironie de la situation. J'avais passé 4 décennies à faire de cette maison un foyer, à y organiser les fêtes d'anniversaire de Victoria, à soigner Robert pendant sa maladie, à entretenir chaque détail qui lui tenait à cœur. À présent, on m'emmenait dans un hôtel bon marché comme une invitée indésirable qui avait abusé de l'hospitalité de ses hôtes. Le Sunset Lodge était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre d'un endroit qui coûtait 45 livres sterling la nuit. Des murs fins, des serviettes encore plus fines
et une moquette qui avait connu des jours meilleurs. Victoria m'a tendu 200 livres en espèces, comme si elle donnait un pourboire à une femme de chambre d'hôtel. Cela devrait te suffire pour quelques jours, le temps que tu t'installes, m'a-t-elle dit. Je demanderai à Kevin de transférer de l'argent sur ton compte une fois que nous aurons réglé les formalités administratives de papa. De l'argent, provenant de mon propre héritage, après leur départ, je me suis assise sur le matelas affaissé et j'ai essayé de comprendre ce qui venait de se passer. En l'espace de 3 heures, j'étais passée du statut de veuve en deuil à celui de personne âgée sans domicile fixe. La femme que j'avais élevée, aimée et pour laquelle je m'étais sacrifiée m'avait rejetée comme un médicament périmé. Mais alors que j'étais assise dans cette chambre d'hôtel déprimante, quelque chose a commencé à me tracasser. Robert avait toujours été méticuleux dans ses affaires, obsessionnellement organisé en ce qui concernait les documents importants. Il m'avait montré son testament, il y a des années, m'expliquant ses souhaits, s'assurant que je comprenais tout. Et j'étais absolument certaine que ce n'était pas ce qui y était écrit. Robert avait été beaucoup de choses, traditionnel, parfois têtu, parfois condescendant en matière d'argent, mais il n'était pas cruel. L'homme qui m'avait tenu la main lors du décès de ma mère, qui m'avait surprise avec des fleurs à chaque anniversaire, ne m'aurait pas laissé sans ressources. Le lendemain matin, j'ai utilisé le Wi-Fi de l'hôtel pour rechercher l'avocat de Robert, Harrison Fitzgerald, le même avocat qui s'était occupé de l'achat de notre maison et de diverses affaires commerciales au fil des ans. Son cabinet se trouvait dans le centre-ville, à 21 minutes en bus, ce qui m'a coûté un peu d'argent, mais cela me semblait nécessaire. Harrison Fitzgerald était un homme distingué, âgé d'environ 70 ans, avec des yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. Lorsque sa secrétaire lui a annoncé que Madame Sullivan était là pour parler de la succession de son mari, il a semblé sincèrement surpris. « Margaret, ma chère, je me demandais quand vous alliez venir. J'ai essayé de vous appeler plusieurs fois chez vous, mais Victoria m'a dit que vous étiez en voyage. » En voyage? C'est ce que ma fille lui avait dit. Monsieur Fitzgerald, j'ai besoin de vous poser des questions au sujet du testament de Robert. Il eut l'air perplexe. Bien sûr. Victoria ne vous a-t-elle pas remis votre copie? Je lui ai donné l'original et plusieurs copies après la lecture. Mon cœur se serra. Il y a eu une lecture? Margaret, vous étiez censée être présente. Victoria m'a dit que vous étiez trop bouleversée, qu'elle s'occuperait de tout et veillerait à ce que vous receviez votre héritage. Le sang se retira de mon visage lorsque la réalité me frappa. Monsieur Fitzgerald, on ne m'a jamais parlé d'une lecture. Victoria m'a dit qu'elle avait tout hérité. L'expression de Harrison Fitzgerald passa de la confusion à l'inquiétude. Il se saisit d'un épais dossier, ses gestes soudainement précipités. Margaret, c'est impossible. Le testament de votre mari est très précis au sujet de votre héritage. Il sortit un document. Je reconnus la signature soignée de Robert au bas de la page, certifiée et notariée. Mais lorsque Harrison commença à lire, je compris que Victoria avait menti sur tout. Moi, Robert James Sullivan, saint d'esprit et de corps, lègue par la présente à ma chère épouse Margaret Ann Sullivan ce qui suit. Notre résidence principale, située au 847 Oakwood Drive, y compris tout le mobilier et les effets personnels. De plus, je lui lègue 70% de tous les actifs financiers, investissements et comptes pour un montant total d'environ 17,5 millions de livres sterling. Ma tête se mit à tourner. 17,5 millions de livres sterling. La maison. 70% de tout. Harrison a continué à lire, d'une voix de plus en plus grave. À ma fille, Victoria Sullivan Hayes, je lègue 7,5 millions de livres sterling qui seront placés en fiducie et distribués à partir de son 45e anniversaire, sous réserve de la façon dont elle traitera sa mère après mon décès. Sous réserve de la façon dont elle me traiterait. Robert savait, d'une manière ou d'une autre, il savait exactement ce que Victoria allait essayer de faire. « Monsieur Fitzgerald, murmurai-je, Victoria m'a dit que je n'avais rien hérité. Elle a emménagé dans ma maison. Elle m'a donné 200 livres sterling et m'a suggéré de trouver une maison de retraite. » Le visage du vieil avocat rougit de colère. « Margaret, ce que Victoria a fait s'appelle de la maltraitance et de la fraude envers une personne âgée. Elle a commis plusieurs crimes. Mais elle avait des documents légaux.
Elle m'a montré des papiers, probablement des faux, ou des documents provenant d'une version antérieure. Votre mari a mis à jour son testament 6 mois avant sa mort, précisément parce qu'il s'inquiétait de l'attitude de Victoria envers l'argent et de son sentiment d'avoir des droits. Cross. La pièce tournait autour de moi. Toutes ces fois où Victoria avait rejeté mes opinions, m'avait interrompu pendant les dîners de famille, avait levé les yeux au ciel lorsque j'essayais de participer aux conversations sur leurs vacances coûteuses ou les affaires de Kevin. Robert avait observé, évalué, pris des décisions. Il y a plus, Margaret. La clause fiduciaire concernant Victoria stipule expressément que si elle ne vous traite pas avec respect et dignité après mon décès, la totalité des 7,5 millions de livres sterling vous reviendra. Je l'ai regardé, sous le choc. Êtes-vous en train de dire Je suis en train de dire que votre fille vient de se priver de 7,5 millions de livres sterling. Son héritage vous revient désormais également. Vous n'héritez pas de 17,5 millions de livres sterling, Margaret. Vous héritez de 25 millions de livres sterling, plus la maison et tous les biens personnels. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque drôle. Victoria était tellement impatiente de réclamer son héritage qu'elle avait déclenché la clause destinée à me protéger de sa cupidité. « Que dois-je faire maintenant » demandai-je, la voix à peine tremblante. Harrison sourit, et pour la première fois depuis la mort de Robert, je vis une véritable chaleur à mon égard. « Maintenant, ma chère, nous allons appeler la police pour signaler la fraude. Ensuite, nous appellerons Victoria pour l'informer qu'elle est sur le point de recevoir le choc de sa vie. Peut-elle contester cela ? Avec quel argent ? Elle est sur le point de découvrir que tous les comptes qu'elle pensait contrôler vous appartiennent en réalité. Tous ses investissements, tous ses comptes bancaires, tous ses actifs, à l'exception de sa maison, sont gelés dans l'attente d'une enquête sur ses activités frauduleuses. Je pensais à Victoria dans ma maison, probablement déjà en train de planifier des rénovations, d'acheter de nouveaux meubles avec l'argent qu'elle croyait être le sien. Kevin était probablement en train de calculer comment l'héritage allait affecter son portefeuille d'investissement. Il n'avait aucune idée que dans environ 6 heures, leur monde entier allait s'effondrer. Le bureau de Harrison Fitzgerald est devenu le centre de commandement de ce qu'il a joyeusement appelé l'opération justice. Il a contacté la police, les banques et un détective privé pendant que je m'asseyais dans son fauteuil en cuir, encore sous le choc de l'ampleur de la supercherie de Victoria. Les documents falsifiés sont assez sophistiqués, a expliqué l'inspectrice Rodriguez en examinant le faux testament que Victoria m'avait montré. Ce n'était pas un crime commis sur un coup de tête. Quelqu'un a soigneusement planifié tout cela. Vous pensez que Victoria a eu de l'aide ? Ai-je demandé. Presque certainement. Créer des faux documents juridiques convaincants nécessite des connaissances et des relations spécifiques. Nous devrons enquêter pour savoir si Kevin ou quelqu'un de son réseau financier était impliqué. En moins de 2 heures, tous les comptes avaient été gelés. Les cartes de crédit de Victoria liées à ce qu'elle pensait être ses nouveaux comptes d'héritage ont été refusées. Les services publics de la maison, qu'elle avait déjà transférés à son nom, ont été suspendus en attendant la vérification de la propriété. Mon téléphone a sonné à 15h47 exactement. Le nom de Victoria s'est affiché à l'écran. « Maman, où es-tu ? Il y a un problème avec les comptes bancaires. Ils disent que les avoirs de papa sont gelés. » « Bonjour, Victoria. Je suis dans le bureau de Harrison Fitzgerald. Tu te souviens de lui, l'avocat de papa ? Celui qui a lu le vrai testament dans une pièce vide pendant que tu lui disais que j'étais en voyage ? Silence. Puis, maman, je ne sais pas ce que tu penses avoir découvert, mais… J'ai découvert que tu es une menteuse et une voleuse, ma chérie. J'ai aussi découvert que ton père était beaucoup plus intelligent que nous ne le pensions. Tu ne comprends pas. Je te protégeais de la complexité de la gestion de tout cet argent. Tu n'as jamais eu à t'occuper d'investissement ou… Je comprends parfaitement. Tu as falsifié des documents juridiques, commis une fraude et chassé ta mère de 67 ans de sa propre maison parce que tu pensais que j'étais trop stupide pour m'en apercevoir. Sa voix devint aiguë, désespérée. Maman, tu te trompes. Le chagrin a été accablant et quelqu'un profite manifestement de ton état émotionnel. Son audace était stupéfiante. Même prise en flagrant délit, Victoria essayait de me manipuler. « Victoria, ma chérie, laisse-moi t'expliquer quelque chose.
Non seulement tu n'as jamais tout hérité, mais ton héritage réel, les 7,5 millions de livres que ton père t'a laissés, m'appartient désormais également grâce à une charmante clause qu'il a incluse pour que je sois traitée avec dignité et respect. C'est impossible. L'inspectrice Rodriguez est assise juste ici si tu souhaites discuter avec elle de l'impossibilité des accusations de fraude. Le téléphone et l'année restaient silencieux. Je pouvais presque entendre l'esprit de Victoria tourner à toute vitesse, calculer, chercher un angle d'attaque. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer quelque part et en discuter raisonnablement? Je suis sûre que nous pouvons trouver une solution. Oh, nous nous verrons certainement bientôt, au tribunal, lorsque tu seras mise en accusation. Tu n'oserais pas porter plainte contre ta propre fille. Quelque chose de froid et de définitif se cristallisa dans ma poitrine. Regarde-moi faire. Je raccrochai et regardai Harrison qui rayonnait d'approbation. Combien de temps avant qu'elle soit arrêtée? Le détective Rodriguez a suffisamment de preuves pour obtenir un mandat. Ils viendront la chercher ce soir. Et Kevin? Ces documents financiers font l'objet d'une assignation à comparaître. S'il a participé à la création de ces documents, il sera également poursuivi. Mon téléphone vibra, signalant un SMS de Victoria. Maman, ne fais pas ça, s'il te plaît, pense à tes petits-enfants. Je montrai le message à l'inspecteur Rodriguez qui sourit d'un air sinistre. Manipulation émotionnelle, un comportement classique pour ce type de crime. Je répondis, je pense à eux. Ils méritent de voir ce qui arrive quand on vole sa famille. 25 minutes plus tard, Kevin appela. Margaret, nous pouvons sûrement régler cela en privé. Victoria a pris de mauvaises décisions, mais impliquer la police semble excessif. Kevin, l'avez-vous aidé à falsifier ces documents? Ce n'est pas, Margaret, vous devez comprendre la pression que subissait Victoria. Elle s'inquiétait de votre état mental, de votre capacité à gérer de grosses sommes d'argent. Donc, c'est oui. Ce n'était pas malveillant. Elle croyait sincèrement qu'elle te protégeait. En me jetant hors de ma maison et en me disant de trouver un endroit où mourir? Kevin resta silencieux. Kevin, voici ce qui va se passer. Vous allez tous les deux être arrêtés. Vous allez tous les deux faire face à des accusations fédérales de fraude. Et je vais rester assise dans ma maison, à regarder tout cela se dérouler. Margaret, s'il te plaît, sois raisonnable. J'ai été raisonnable pendant 43 ans. Ça ne m'a pas réussi. La police a arrêté Victoria à 20h30 alors qu'elle dînait chez Leonardos, apparemment pour fêter son héritage avec Kevin et un autre couple. Selon le détective Rodriguez, elle a crié qu'il s'agissait d'une arrestation abusive et a exigé d'appeler son avocat, qui s'est avéré être un partenaire de golf de Kevin et n'avait aucune expérience en droit pénal. Kevin a été arrêté à son bureau le lendemain matin. Le comptable judiciaire avait retracé les documents falsifiés jusqu'à une imprimerie que la société de Kevin utilisait pour créer des prospectus d'investissement frauduleux. Apparemment, mon gendre avait un passé criminel que Victoria ignorait ou choisissait d'ignorer. J'ai passé cette première nuit de retour dans ma maison, depuis 43 ans, à dormir dans la chambre principale. Victoria avait déjà déménagé ses affaires dans cette pièce, remplaçant l'organisation minutieuse de Robert par son chaos de vêtements de marque et de cosmétiques coûteux. J'ai tout mis dans des sacs poubelles et les ai laissés sous le porche. Elle n'aura qu'à les récupérer quand elle sera libérée sous caution. La maison semblait différente maintenant, non pas parce que Robert était parti, mais parce que je la considérais enfin comme mienne. Pendant des décennies, je l'avais entretenue comme le sanctuaire de Robert, conçu selon ses préférences, ses besoins, sa vision de la façon dont nous devrions vivre. Maintenant, en regardant autour de moi avec un regard clair, je réalisais à quel point je m'étais peu reflétée dans ces pièces. Cela allait changer. Harrison a appelé vers midi pour me donner des nouvelles. La caution de Victoria est fixée à 40 000 livres. Comme tous ses comptes sont gelés, elle devra trouver quelqu'un d'autre pour la payer. Et Kevin? 150 000 livres sterling. Apparemment, le juge n'a pas été impressionné par ses antécédents en matière de crimes financiers. Qui savait que votre gendre faisait l'objet d'une enquête pour fraude boursière? Je ne le savais certainement pas. Mais là encore, j'avais été exclue de la plupart des discussions financières familiales. Victoria et Kevin m'avaient toujours parlé comme à une enfant lorsqu'il était question d'argent, simplifiant les concepts qu'ils pensaient que je ne pouvais pas comprendre. Ils allaient bientôt découvrir à quel point j'avais compris.
Harrison, je veux apporter quelques changements à la maison. Victoria avait fait appel à des entrepreneurs pour la rénover. J'aimerais poursuivre certains de ces projets, mais selon ma propre vision. Excellente idée. C'est ta maison maintenant, Margaret. Fais tout ce qui te rend heureuse. Je me suis rendu compte que ce qui me rendait heureuse, c'était l'idée de défaire toutes les suppositions que Victoria avait faites au sujet de mon héritage. Elle avait prévu de démolir la cuisine, de remplacer les parquets et de transformer le bureau de Robert en cave à vin. J'allais transformer le bureau en atelier d'art et la cave à vin en bibliothèque. Mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Madame Sullivan, je suis Janet Cooper de BBC News. Nous avons appris que vous étiez victime d'une importante affaire de fraude envers une personne âgée impliquant votre fille. Seriez-vous disposé à partager votre histoire? La nouvelle se répandait. Dans une ville de cette taille, l'arrestation d'un banquier d'affaires de renom et de sa femme pour avoir escroqué sa belle-mère âgée faisait la une des journaux. Mademoiselle Cooper, j'apprécie votre intérêt, mais je ne suis pas prête à faire de déclarations publiques. Je comprends que cela doit être difficile, mais votre histoire pourrait aider d'autres personnes âgées à reconnaître les signes avant-coureurs d'abus financiers au sein de leur famille. Bien là. Elle avait raison. Combien d'autres femmes de mon âge étaient manipulées par leurs enfants adultes qui les considéraient comme des obstacles gênants à leur héritage? Si je décide de raconter mon histoire, aurai-je le contrôle sur la façon dont elle sera présentée? Absolument. Nous pourrions organiser une interview où vous auriez votre mot à dire sur le montage final. Je pensais à Victoria, probablement assise dans une cellule de prison à cet instant, croyant toujours qu'il s'agissait d'un malentendu dont elle pourrait se sortir grâce à son charme. Mademoiselle Cooper, je vous rappellerai. J'ai peut-être une histoire intéressante à raconter. Après avoir raccroché, je me servis un verre du vin coûteux que Kevin nous avait envoyé pour Noël. Du vin que je buvais apparemment désormais dans ma propre maison, acheté avec mon propre argent, tout en réfléchissant à l'opportunité d'humilier publiquement ma fille à la télévision. La vie avait certainement pris un tournant intéressant. La sonnette retentit à 7 heures pile. À travers la fenêtre, je pouvais voir Victoria sur mon porche, vêtue des mêmes habits que la veille et semblant avoir vieilli de 5 ans en une nuit. Elle avait réussi à payer sa caution. J'ai ouvert la porte, mais je ne l'ai pas invitée à entrer. Maman, s'il te plaît, il faut qu'on parle. On a parlé hier. Tu m'as dit de trouver un endroit où mourir. J'ai trouvé un endroit où vivre à la place. Les yeux de Victoria étaient rougis, son calme habituel complètement brisé. J'ai fait des erreurs. De terribles erreurs. Mais je reste ta fille. Vraiment? Parce que les filles ne falsifient généralement pas des documents juridiques pour voler l'héritage de leur mère. Je ne volais pas. Elle s'interrompit, cherchant clairement des mots qui ne sonneraient pas criminels. Tu faisais quoi, Victoria? J'essayais de te protéger contre de mauvaises décisions financières. Tu n'as jamais géré de grosses sommes d'argent. Même maintenant, même après avoir été arrêtée pour fraude, elle ne pouvait pas admettre la vérité. Dans l'esprit de Victoria, elle était toujours la victime de mes attentes déraisonnables. Victoria, laisse-moi te raconter quelque chose que ton père m'a dit 6 mois avant sa mort. Il m'a dit qu'il s'inquiétait de ton sentiment de droit, de ton attitude envers l'argent et de la façon dont tu traitais les personnes que tu considérais comme inférieures à toi. Son visage pâlit. Papa n'a jamais dit ça. Il a dit que tu lui rappelais sa sœur Éléanore. Belle, charmante et complètement incapable de penser à quelqu'un d'autre qu'à toi-même. Il m'a dit qu'il modifiait son testament précisément parce qu'il avait peur de ce que tu me ferais si tu avais le contrôle. C'est un mensonge. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré un enregistrement vocal. En fait, ce n'est pas un mensonge. Ton père a enregistré un message vidéo expliquant sa décision, à diffuser si jamais tu contestais le testament ou si tu me traitais mal après sa mort. Victoria fixait le téléphone comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. Il savait, ma chérie. Il savait exactement qui tu étais sous ton charme. La seule chose qu'il n'avait pas prévue, c'était jusqu'où tu irais. Joue-le, murmura-t-elle. Je touchai l'écran et la voix de Robert emplit l'air matinal, claire, posée et absolument dévastatrice. Si tu entends ceci, Victoria, cela signifie que mes craintes concernant ton caractère étaient justifiées. J'espérais me tromper. J'espérais que ma fille
avait plus d'intégrité que je ne le soupçonnais. Mais si Margaret diffuse cet enregistrement, cela signifie que tu m'as donné raison de la pire manière qui soit. Victoria s'effondra sur les marches du porche tandis que la voix de Robert continuait. J'ai passé 43 ans à regarder ta mère sacrifier ses rêves, ses ambitions, son indépendance pour prendre soin de notre famille. Elle a travaillé à temps partiel pour aider à payer tes études universitaires pendant que je construisais mon entreprise. Elle a reporté ses études, renoncé à des opportunités de carrière et s'est consacrée entièrement à être la femme et la mère dont elle pensait que nous avions besoin. L'enregistrement a continué pendant 3 minutes supplémentaires, chaque mot étant soigneusement choisi, chaque phrase tranchant comme un scalpel les justifications et les autotromperies de Victoria. Au moment où tu entendras ceci, tu auras découvert que traiter ta mère de manière si cruelle t'a tout coûté. J'espère que cela en valait la peine. À la fin de l'enregistrement, Victoria pleurait. Ce n'étaient non pas les jolies larmes qu'elle utilisait depuis son enfance pour manipuler les gens, mais des sanglots laids et brisés. Il me détestait, murmura-t-elle. Non, Victoria. Il t'aimait suffisamment pour espérer que tu lui prouverais qu'il avait tort. Tu as choisi de lui donner raison. Elle leva les yeux vers moi, le mascara coulant sur ses joues. Que va-t-il se passer maintenant? Maintenant, tu vas devoir faire face aux conséquences de tes choix. Les accusations de fraude, l'enquête, l'humiliation publique lorsque cette histoire fera la une des journaux. Aux journaux? Le visage de Victoria s'effondra complètement. Maman, je t'en prie, pense à ce que cela fera à tes petits-enfants, à la carrière de Kevin, à toute notre famille. J'y pense. Je pense au fait que tu n'as tenu compte d'aucune de ces choses lorsque tu as décidé de commettre plusieurs crimes. Elle se leva lentement, plus âgée et plus abattue que je ne l'avais jamais vue. Je sais que tu ne me croiras pas, mais je n'avais jamais prévu que cela irait aussi loin. Je voulais l'argent, je voulais la sécurité, le statut, je voulais ne plus jamais avoir à me soucier de quoi que ce soit. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Victoria disait la vérité. Je te crois, ma chérie, mais vouloir quelque chose ne justifie pas de détruire des gens pour l'obtenir. Elle acquiesça, les larmes coulant toujours. Que puis-je faire pour réparer cela? Tu peux commencer par admettre que ce que tu as fait était mal, pas une erreur, pas un geste protecteur, pas une situation compliquée. Mal. C'était mal, c'était complètement, impardonnablement mal. Et ensuite, tu pourras affronter les conséquences qui s'ensuivront avec dignité, au lieu d'essayer de te manipuler pour t'en sortir. Victoria me regarda longuement, voyant peut-être pour la première fois, non pas la mère facile à manipuler qu'elle avait toujours connue, mais la femme qui venait de la déjouer complètement. Je méritais ça, n'est-ce pas? Oui, Victoria. Tu le méritais absolument. 3 jours après les aveux de Victoria sous le porche, la mère de Kevin s'est présentée à ma porte. Eleanor Hayes était exactement comme je l'avais imaginé. Coiffée à la perfection, couverte de bijoux et rayonnant de cette assurance que seules 3 générations de richesses héritées peuvent conférer. Margaret, nous devons discuter de cette situation de manière rationnelle. Je l'ai invitée à entrer, curieuse de voir quelle version de la réalité la famille Hayes avait construite pour expliquer les accusations criminelles portées contre leur fils. Eleanor s'installa dans mon salon comme si elle m'accordait une audience. Kevin a fait de mauvais choix, c'est évident, mais le poursuivre en justice semble plutôt vindicatif, vous ne trouvez pas? Vindicatif? Votre fils a aidé à voler mon héritage et m'a chassé de ma propre maison. Kevin suivait les instructions de Victoria. Il ne comprenait pas toute la situation. Cette femme essayait en fait de rejeter la responsabilité du comportement criminel de son fils sur ma fille. Je devais admirer son audace. Madame Hayes, Kevin a créé de faux documents juridiques. Ce n'est pas suivre les instructions de quelqu'un, c'est un complot en vue de commettre une fraude. L'avocat de Kevin pense que nous pouvons parvenir à un accord qui profitera à tout le monde. Vous récupérez votre maison, Victoria subit les conséquences appropriées et Kevin évite la publicité d'un procès. Les conséquences appropriées, comme si les crimes de Victoria n'étaient qu'une infraction mineure aux règles de bienséance. Quel genre d'accord? Eleanor sourit, convaincue d'avoir trouvé une ouverture. La famille de Kevin est prête à vous dédommager pour le désagrément causé.
disons 1 500 000 livres sterling en échange de l'abandon des poursuites contre Kevin. 1 500 000 livres sterling pour pardonner à l'homme qui m'avait aidé à voler 25 millions de livres sterling. Madame Hayes, votre fils a participé à un complot qui m'a coûté tout ce que je possédais. Vous pensez que 1,5 million de livres sterling suffisent pour couvrir cela? Margaret, soyez réaliste. Kevin a une carrière, des enfants, une réputation à défendre. L'envoyer en prison ne sert à personne. Cela sert la justice. La façade raffinée d'Eleanor s'est légèrement fissurée. La justice? Vous détruisez plusieurs familles pour de l'argent que vous n'auriez de toute façon jamais su gérer. C'était là, cette attitude condescendante qui avait empoisonné ma relation avec Victoria. Dans leur monde, je n'étais qu'une employée de maison qui avait pris de grandes airs. Madame Hayes, je pense que nous en avons terminé. Margaret, reconsidérez votre décision, je vous en prie. 3,5 millions de livres sterling. Dernière offre. 3,5 millions de livres pour laisser Kevin partir libre. Le montant était stupéfiant, mais le principe n'était pas négociable. Ma réponse est non. Eleanor se leva, ayant complètement retrouvé son sang-froid. Très bien. Mais vous devez savoir que l'équipe juridique de Kevin a trouvé des informations intéressantes sur les pratiques commerciales de votre mari. Il serait regrettable que cela soit rendu public pendant le procès. La menace était claire, mais je ne ressentais aucune crainte, seulement de la curiosité. Quel genre d'informations? Le genre qui pourrait vous faire reconsidérer qui était le véritable criminel dans cette affaire. Après son départ, j'ai immédiatement appelé Harrison. Margaret, quoi qu'ils pensent avoir trouvé, cela ne change rien aux faits concernant les crimes de Victoria et Kevin. Mais cela pourrait-il avoir une incidence sur l'affaire? Potentiellement. S'ils parviennent à brouiller suffisamment les pistes, à semer le doute sur la personnalité ou les pratiques commerciales de Robert, cela pourrait influencer le jury. Je pensais à Robert, à notre mariage, à tous les secrets qui pouvaient être enfouis dans 43 ans de vie commune. Harrison, je veux tout savoir sur les affaires de Robert. Chaque transaction, chaque partenariat, chaque irrégularité potentielle. Margaret, êtes-vous sûre? Parfois, il vaut mieux laisser le passé tranquille. La famille Hayes menace de salir la mémoire de Robert pour protéger leur fils criminel. Je préfère connaître la vérité avant. Ce soir-là, je me suis assise dans le bureau de Robert, mon bureau désormais, et j'ai commencé à passer systématiquement en revue ses dossiers. Robert était très organisé, chaque document était daté et classé. Mais en fouillant plus profondément dans ses dossiers professionnels, j'ai commencé à trouver des choses qui ne collaient pas. Des paiements à des sociétés écrans, des honoraires de consultation qui semblaient excessifs, des partenariats avec des entreprises qui semblaient n'exister que sur le papier. À minuit, j'avais découvert quelque chose qui a bouleversé tout ce que je pensais savoir sur mon mari. Le détective privé recommandé par Harrison était une femme perspicace nommée Carol Chen, spécialisée dans les crimes financiers. Elle a passé 6 heures dans le bureau de Robert, photographiant des documents et construisant ce qu'elle appelait la véritable image de l'empire commercial de mon mari. Madame Sullivan, votre mari menait une opération sophistiquée de blanchiment d'argent par l'intermédiaire de son cabinet de conseil. Nous parlons de millions de livres sterling de transactions illégales au cours de la dernière décennie. Cette révélation m'a frappée comme un coup physique. C'est impossible. Robert était l'homme le plus honnête que je connaissais. Je suis désolée, mais les preuves sont accablantes. Il blanchissait de l'argent pour des familles à côte du crime organisé, en utilisant son entreprise légitime comme couverture. J'ai fixé du regard les documents étalés sur le bureau de Robert. Des factures pour des services jamais rendus. Des contrats de conseil avec des entreprises qui n'existaient pas. Des calendriers de paiement qui correspondaient à des activités criminelles connues. Depuis combien de temps cela dure-t-il? D'après ces documents, au moins 12 ans, probablement plus, 12 ans. Pendant que j'organisais des dîners et assistais à des galas de charité, mon mari facilitait des entreprises criminelles. Madame Sullivan, il y a plus. Les 7,5 millions de livres sterling que Robert a laissés à Victoria provenaient directement de fonds blanchis. Si les autorités le découvrent, elles saisiront tout comme produit d'activité criminelle. La pièce se mit à tourner. Tout? La maison, les investissements? Tout? À moins que quoi?
Carole semblait mal à l'aise. À moins que l'équipe juridique de Victoria et Kevin soit déjà au courant et envisage de s'en servir comme moyen de pression. S'ils informent les autorités des crimes de votre mari, ils pourraient négocier l'immunité en échange de leur coopération. Ma fille et son mari n'étaient pas seulement des voleurs. Ils brandissaient une arme nucléaire au-dessus de ma tête. Quelles sont mes options? Légalement, vous pourriez contacter vous-même les autorités, vous rendre volontairement, espérer qu'elles fassent preuve de clémence. Vous perdriez la plupart de votre argent, mais vous pourriez garder la maison. Et si je ne le fais pas? Les avocats de Victoria et Kevin divulgueront probablement cette information de manière stratégique. Vous perdrez tout de toute façon, mais vous risquez également d'être poursuivi pour avoir profité à votre insu d'activités criminelles. Je repensais à la confiance suffisante d'Eleanor Hayes, à sa certitude que j'accepterais leur offre de règlement. Ils étaient au courant des crimes de Robert depuis le début. Carole, comment ont-ils découvert cela? Kevin est banquier d'affaires. Il aurait reconnu les schémas dans les registres financiers de votre mari. La question est, que compte-t-il faire de cette information? Mon téléphone sonna. C'était le numéro de Victoria. Maman, nous devons nous voir ce soir. Il y a des choses que tu dois savoir à propos de papa qui changent tout. Je suis déjà au courant, Victoria. Silence. Puis, tu sais quoi? Je suis au courant du blanchiment d'argent. Je suis au courant des liens avec le crime organisé. Je sais que tout ce que ton père nous a laissé est entaché. Maman, écoute-moi attentivement. Les avocats de Kevin ont pris contact avec les autorités. Ils sont prêts à nous laisser renégocier notre situation. Quel genre de renégociation? Kevin obtient l'immunité en échange d'informations sur le réseau criminel de papa. Tu gardes 3,5 millions de livres et la maison. Le reste revient au gouvernement. Et toi? Les accusations de fraude disparaissent. Nous sortons tous indemnes de ce bourbier. C'était brillant, d'une manière sociopathique. Victoria avait transformé ma victoire morale en avantage stratégique. Victoria, tu me demandes de t'aider à tirer profit de tes crimes en exploitant ceux de papa. Je te demande d'être pragmatique. L'alternative est de tout perdre et de risquer toi-même des poursuites judiciaires. Je regardais autour de moi dans le bureau de Robert, le voyant clairement pour la première fois. Les meubles coûteux, les livres rares, la collection d'œuvres d'art, tout cela avait été acheté avec de l'argent sale. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Maman, la réunion avec les autorités est demain matin. L'avocat de Kevin a besoin d'une réponse ce soir. Après avoir raccroché, je me suis assise dans l'obscurité du bureau de Robert, entourée des preuves de sa double vie. 43 ans de mariage avec un étranger. Une fille qui avait hérité de son père plus que de l'argent. Elle avait hérité de son talent pour la tromperie. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle avait sous-estimé qui j'étais lorsque j'étais acculée. Je pris le téléphone et composai le numéro de Carole Chen. Carole, dans combien de temps peux-tu m'organiser un rendez-vous avec le Serious Fraud Office? J'ai une histoire à leur raconter et je pense qu'ils vont la trouver très intéressante. L'inspectrice Sarah Martinez correspondait exactement à l'image que l'on se fait d'une enquêtrice spécialisée dans les fraudes, sérieuse, intelligente et totalement insensible au charme. Elle était assise en face de moi dans la salle de conférence de Harrison, enregistrant notre conversation et prenant des notes avec une précision mécanique. Madame Sullivan, vous comprenez qu'en vous présentant volontairement, vous admettez potentiellement avoir bénéficié de produits criminels. Je comprends, mais je préfère vous dire la vérité plutôt que de laisser ma fille et son mari manipuler cette situation à leur avantage. Je lui ai tout raconté, les affaires secrètes de Robert, la fraude de Victoria, les faux de Kevin et la tentative d'extorsion déguisée en offre de règlement. Votre fille pense pouvoir échanger des informations sur les crimes de votre mari contre l'immunité pour ses propres accusations? C'est exactement ce qu'elle croit. Et elle pense que je vais coopérer parce que j'ai peur de tout perdre. Le détective Martinez sourit pour la première fois. Avez-vous peur, Madame Sullivan? Détective Martinez, il y a 2 semaines, j'étais une veuve en deuil dormant dans un hôtel bon marché. Aujourd'hui, je suis assise ici et j'avoue volontairement aux agents fédéraux les activités criminelles de mon défunt mari. La peur n'est plus mon émotion principale. Quelle est-elle? La colère?
Une colère pure et cristallisée d'avoir été manipulée par des gens qui ont sous-estimé mon intelligence pendant des décennies. Le sourire du détective Martinez s'élargit. Madame Sullivan, seriez-vous prête à porter un micro? 3 heures plus tard, j'étais assise dans mon salon avec un appareil d'enregistrement collé à ma poitrine, attendant l'arrivée de Victoria et Kevin pour ce qu'ils pensaient être une réunion de reddition. Ils ont frappé à la porte à 20 heures pile, tous deux habillés comme s'ils se rendaient à un dîner d'affaires. Kevin portait une mallette qui contenait probablement des accords d'immunité et des documents de règlement. Maman, tu as meilleure mine que depuis des semaines, a déclaré Victoria en m'embrassant sur la joue comme si de rien n'était. Je me sens mieux. La clarté a cet effet. Kevin a ouvert sa mallette avec l'efficacité de quelqu'un qui avait déjà mené des négociations similaires. Margaret, nos avocats ont négocié des conditions très avantageuses pour vous. Vous conservez la maison, 3,5 millions de livres sterling d'actifs propres et une immunité totale contre toute accusation liée aux activités de Robert. Des actifs propres. C'est une expression intéressante. Victoria lança un regard d'avertissement à Kevin. Maman, l'important, c'est que nous soyons tous protégés. Le passé reste enfoui et nous allons tous de l'avant. Et les 25 millions de livres sterling que Robert m'a laissés? Maman, cet argent est entaché, il ne peut être dissocié des activités criminelles de papa. Accepter 3,5 millions de livres sterling est la meilleure issue possible. Et vous deux? Qu'est-ce que vous retirez de cet accord? Kevin se pencha en avant, retrouvant sa confiance. Nous pouvons mettre derrière nous ce malheureux malentendu. Les accusations contre Victoria disparaissent. Ma réputation reste intacte, et notre famille peut se reconstruire. Malentendu. Il continuait à qualifier de malentendu ce qui était en réalité une fraude criminelle. Kevin, aide-moi à comprendre quelque chose. Quand exactement as-tu découvert les activités criminelles de Robert? Que veux-tu dire? Je veux dire, étais-tu au courant du blanchiment d'argent lorsque tu as épousé Victoria? Ou l'as-tu découvert récemment lorsque tu prévoyais de voler mon héritage? Kevin et Victoria échangèrent un regard. Margaret, je ne pense pas que cela ait un rapport avec notre discussion actuelle. En fait, je pense que cela a tout à fait un rapport. Parce que si tu étais au courant des crimes de Robert et que tu n'as rien dit, cela fait de toi un complice après coup. Et si tu ne les as découverts qu'en commettant tes propres crimes, cela fait de toi quelqu'un de particulièrement malchanceux. Victoria commençait à perdre son sang-froid. Maman, où veux-tu en venir? Je veux en venir au fait que vous planifiez cela depuis des mois, voire des années. Le testament falsifié, la découverte du blanchiment d'argent, même les relations de Kevin avec des faussaires de documents. Rien de tout cela n'était que spontané. C'est ridicule. Vraiment? L'inspectrice Martinez trouve cela tout à fait plausible. Leurs visages pâlirent. L'inspectrice Martinez, murmura Kevin. Le service des fraudes graves, elle s'est beaucoup intéressée à mon histoire concernant les abus systématiques envers les personnes âgées, la fraude et l'extorsion. En particulier, la partie où vous avez essayé de me faire chanter avec les crimes de mon défunt mari. Kevin se leva brusquement et attrapa sa mallette. Margaret, cette conversation est terminée. En fait, Kevin, je pense qu'elle ne fait que commencer. L'inspectrice Martinez et 2 autres agents entrèrent dans mon salon, tandis que Victoria et Kevin restaient figés sur place. La mallette que Kevin avait cherché à attraper fut immédiatement confisquée, ainsi que leurs 2 téléphones. Victoria Sullivan Hayes et Kevin Hayes, vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude électronique, maltraitance de personnes âgées et tentative d'extorsion d'un témoin fédéral. Victoria se tourna vers moi avec une expression de trahison absolue. Maman, comment as-tu pu faire ça à ta propre famille? De la même manière que tu as pu falsifier des documents juridiques et voler mon héritage, ma chérie. Sauf que ma méthode est légale. Alors que les agents les menottaient, Kevin tenta un dernier coup désespéré. Margaret, tu ne comprends pas ce que tu as fait. Il y a des gens liés aux affaires de Robert qui n'apprécieront pas l'attention des autorités fédérales. Tu t'es mise en danger. Le détective Martinez interrompit la lecture de leurs droits. Monsieur Hayes, menacez-vous un témoin fédéral? Je l'avertis de la réalité de sa situation.
La réalité, dit le détective Martinez, c'est que vous venez d'ajouter l'intimidation de témoins à vos accusations. Après leur départ, le détective Martinez se rassit en face de moi. Madame Sullivan, l'avertissement de Kevin n'est peut-être pas tout à fait infondé. Votre mari était lié à des personnes dangereuses. À quel point? Principalement la famille criminelle Romano. Ils utilisent des entreprises légitimes pour blanchir de l'argent depuis des décennies. Le cabinet de conseil de votre mari était l'une de leurs opérations les plus fructueuses. Ce nom ne me disait rien, mais l'expression du détective m'en disait long. Êtes-vous en train de me dire que je suis en danger physique? Potentiellement. Mais il y a autre chose que vous devriez savoir au sujet des activités de votre mari. Quelque chose qui change tout. Le détective Martinez sortit un épais dossier, du genre qui suggérait des mois d'enquête. Madame Sullivan, votre mari ne se contentait pas de blanchir de l'argent pour la famille Romano. Il était notre informateur. Pendant 12 ans, il nous a fourni des informations sur leurs activités, tout en donnant l'impression de faciliter leur blanchiment d'argent. Le monde bascula sur le côté. Robert travaillait pour le Serious Fraud Office. Une couverture profonde, une enquête à long terme. L'opération était si sensible que même les bureaux locaux n'en ont pas été informés. Votre mari nous aidait à monter des dossiers contre plusieurs familles criminelles. Mais l'argent était réel. Le SFO lui a permis de conserver un pourcentage des fonds blanchis en guise de paiement pour sa coopération et pour maintenir sa couverture. Tout ce qu'il vous a laissé a été gagné grâce à une coopération fédérale légitime. Je la fixai du regard, essayant d'assimiler cette révélation. Donc, les 25 millions de livres vous appartiennent légalement. Votre mari est décédé avant la fin de l'enquête, mais sa coopération pendant 12 ans a directement conduit à 47 arrestations et à la saisie de plus de 150 millions de livres d'avoirs criminels. Pourquoi personne ne m'en a parlé? Parce que l'enquête était en cours et que nous n'étions pas certains de votre implication ou de votre connaissance des faits. La fraude de votre fille et de votre gendre nous a en fait aidés à confirmer votre innocence. Victoria et Kevin n'étaient même pas au courant de tout cela. Ils soupçonnaient des activités criminelles, mais ils n'avaient aucune idée de la coopération fédérale. Ils prévoyaient de vous faire chanter avec des informations qui auraient en fait disculpé votre mari. L'ironie était si parfaite qu'elle en était presque poétique. Victoria avait tenté de me voler mon héritage à 2 proto-reprises, une fois par fraude et une fois par chantage sur la base d'informations incomplètes. Inspecteur Martinez, que va-t-il se passer maintenant? Vous allez récupérer votre argent, votre fille et votre gendre vont faire l'objet de poursuites fédérales et vous allez pouvoir décider du genre de vie que vous souhaitez mener grâce à votre héritage légitime. Et le danger dont Kevin a parlé? La famille Romano sera trop occupée à régler ses propres problèmes juridiques pour s'inquiéter de vous. Nous exécutons des mandats de perquisition dans tout le pays demain matin. Je regardais autour de moi dans mon salon, le voyant à nouveau comme le lieu de ma résurrection plutôt que de mon humiliation. Inspecteur Martinez, puis-je vous poser une question? Bien sûr. D'après votre opinion professionnelle, suis-je une personne horrible parce que je ressens de la satisfaction à l'égard de l'arrestation de Victoria? L'inspecteur Martinez sourit. Madame Sullivan, d'un point de vue professionnel, vous êtes une femme qui a refusé d'être victime. Ce n'est pas terrible, c'est inspirant. 6 mois plus tard, je me tenais dans la cuisine de ma maison rénovée, en train de préparer du café pour deux. Le soleil matinal filtrait à travers les nouvelles fenêtres qui s'ouvraient correctement, illuminant les plans de travail que j'avais choisis moi-même pour la première fois en 43 ans. Bonjour Margaret. Le docteur Sarah Chen, la sœur de Carole et ma nouvelle conseillère financière, apparut dans l'embrasure de la porte, un épais dossier de rapport d'investissement à la main. Bonjour Sarah. Prête pour notre bilan trimestriel? Les 6 derniers mois avaient été un tourbillon de procédures judiciaires, d'interviews avec les médias et de transformations personnelles. Victoria et Kevin purgeaient chacun une peine de 18 mois. La couverture médiatique de leurs crimes avait fait de moi une sorte de célébrité dans les cercles de défense des personnes âgées. Votre portefeuille affiche d'excellents résultats, dit Sarah, en s'installant à ma nouvelle table de petit déjeuner.
La fondation caritative est pleinement opérationnelle et le fonds de bourse d'études a déjà sélectionné ses premiers bénéficiaires. La fondation Margaret Sullivan pour la protection des personnes âgées était devenue ma principale préoccupation. Grâce à 11 millions de livres sterling provenant de mon héritage, nous financions l'aide juridique aux personnes âgées victimes d'abus financiers de la part de leurs familles et soutenions des changements législatifs visant à renforcer les lois sur la protection des personnes âgées. Des nouvelles du documentaire? La BBC a confirmé l'accord de production. Ils veulent commencer le tournage le mois prochain. Mon histoire avait attiré l'attention des médias bien au-delà de la couverture médiatique initiale. La vengeance d'une mère, une histoire criminelle britannique, était en cours de développement sous forme de série limitée, dont les recettes seraient reversées à des organisations de défense des personnes âgées. Et Victoria? L'expression de Sarah devint prudente. Elle a encore écrit. Son avocat dit qu'elle veut s'excuser et demander pardon. Victoria m'avait écrit 17 lettres depuis la prison. J'avais lu les premières, qui allaient de l'auto-justification au désespoir, avant de décider de ne plus les ouvrir. Certaines relations, une fois rompues, ne peuvent être réparées par des mots. Sarah, ma position à ce sujet a-t-elle changé? Pas d'après nos conversations précédentes. Mais les gens évoluent, Margaret. Même ceux qui ont fait des choix terribles. J'ai pensé à la femme que j'étais il y a 6 mois, en deuil, dépendante, prête à accepter les miettes de dignité que ma famille m'offrait. Cette femme aurait pu se sentir obligée de pardonner à Victoria, de reconstruire une relation fondée sur la culpabilité et la tradition. Mais cette femme n'existait plus. Sarah organisait une rencontre avec l'avocat de Victoria, pas pour nous réconcilier, mais pour clarifier quelque chose. Quel genre de chose? Je veux que Victoria comprenne que ses actes ont eu des conséquences qui vont au-delà de la sanction légale. Je veux qu'elle sache qu'elle a détruit notre relation de façon irréversible et que ses enfants grandiront en sachant pourquoi leur mère est allée en prison. Cela semble sévère. Tant mieux, c'est censé être sévère. Victoria a fait des choix d'adulte qui ont blessé des personnes qu'elle était censée aimer. Elle ne peut pas échapper aux conséquences émotionnelles simplement parce qu'elle a écrit quelques lettres depuis la prison. Sarah prit des notes dans son porte-documents en cuir. Et les petits-enfants? Victoria a demandé à les voir sous surveillance. Ma relation avec les enfants de Victoria dépendra de leur choix lorsqu'ils seront adultes, pas des efforts de réinsertion de leur mère. On sonna à la porte. Par la fenêtre, je vis un camion de livraison avec un gros colis. Ce doit être les nouveaux meubles pour l'atelier, dis-je à Sarah. L'atelier d'art avait été mon projet de rénovation préféré. L'ancien bureau de Robert était désormais un espace lumineux et aéré où je redécouvrais mon amour de la peinture, que j'avais abandonné lorsque je m'étais mariée et avais endossé le rôle d'épouse et de mère. Margaret, puis-je vous poser une question personnelle? Bien sûr. Avez-vous déjà regretté la façon dont tout cela s'est déroulé? Les peines de prison, l'attention des médias, la rupture définitive avec votre famille? J'ai réfléchi à la question tout en signant le bon de livraison. 6 mois plus tôt, j'étais invisible, une veuve sans argent, sans maison et sans perspective d'avenir. Aujourd'hui, j'étais une philanthrope millionnaire avec une fondation, un contrat pour un documentaire et un objectif qui allait bien au-delà de ma propre survie. Sarah, ma fille, a essayé de me voler tout ce que je possédais et de me laisser sans domicile. Mon gendre a créé de faux documents et m'a menacé de chantage. Ils m'ont montré leur vrai visage lorsqu'ils ont pensé que je n'avais pas le pouvoir de les en empêcher. Mais ils font toujours partie de votre famille. Non, ils font toujours partie de mon ADN. La famille, ce sont les personnes qui vous protègent lorsque vous êtes vulnérable, pas celles qui exploitent votre vulnérabilité à des fins lucratives. Sarah a refermé son portfolio, satisfaite de ma réponse. De plus, ai-je ajouté, regardez ce que je suis devenue lorsque j'ai cessé de les laisser définir ma valeur. Après le départ de Sarah, j'ai parcouru ma maison, qui était désormais vraiment la mienne, décorée selon mes goûts et organisée en fonction de mes priorités. Dans l'atelier d'art, j'ai découvert ma dernière peinture, un autoportrait d'une femme debout sous un soleil éclatant, le visage tourné vers l'avenir. La femme sur la peinture ne ressemblait en rien à la veuve en deuil qui avait rangé sa vie dans 2 valises 6 mois auparavant. Cette femme semblait puissante, indépendante,
intrépide. Elle ressemblait à quelqu'un qui avait compris que la meilleure vengeance n'était pas de se venger, mais de devenir tout ce que ses ennemis n'auraient jamais imaginé qu'elle puisse être. Dehors, le soleil se couchait derrière les arbres que j'avais plantés moi-même, dans un sol qui m'appartenait, sur une propriété que j'avais défendue grâce à mon intelligence et à mon courage plutôt que par héritage ou par mariage. Demain, je continuerai à construire la vie que j'avais choisie plutôt que celle que d'autres avaient planifiée pour moi. Et si Victoria voulait reconstruire une relation avec cette femme, elle ferait mieux d'apporter bien plus que des lettres de prison et des excuses creuses. Elle ferait mieux d'apporter une transformation complète, une transformation à la hauteur de la mienne. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager votre histoire dans les commentaires. Votre voix compte.